Bien, donc cette deuxième partie du cours sur l'appareil urinaire concerne donc les images pathologiques, leur détection. Mais vraiment, le premier cours était probablement le plus important parce que la première chose que vous devez bien maîtriser, c'est de savoir reconnaître, parce que c'est souvent le cas, un appareil urinaire normal. Très souvent, l'examen d'échographie finalement est normal. Et ça apporte beaucoup d'éliminer, d'écarter un certain nombre d'anomalies, de pathologies, avant de passer à un autre mode d'exploration et de prise en charge des patients. Donc c'est très important de bien maîtriser la technique et le normal et ses variantes. Maintenant, on va voir la pathologie en fonction des objectifs pédagogiques qui vous ont été fixés. Alors, dans une première partie, on va voir la détection et la localisation des masses rénales. Et on verra pourquoi c'est important de savoir découvrir une tumeur du rein, même si ça n'est pas l'indication forcément première de l'échographie rénale. En termes de caractérisation, s'il y a une chose que vous devez retenir et connaître, c'est la caractérisation d'un kyste simple du rein, parce que c'est très fréquent d'une part, et parce qu'on sait les caractériser en échographie, contrairement à la caractérisation des masses solides, qu'on ne sait pas caractériser. Une tumeur solide, ça peut être bénin, ça peut être malin, on ne sait pas caractériser. Détection d'une masse ou d'une condition rétropéritonéale, j'en dirais quelques mots, c'est franchement pas un objectif premier de l'écho, mais il faut savoir quand même qu'on peut être amené à trouver une formation dans l'espace périrénal en dépistage. Bien sûr, une dilatation de l'appareil sécréteur, c'est une indication fréquente, une question fréquente posée par nos cliniciens de savoir s'il y a une dilatation ou non de l'appareil sécréteur, on verra dans quelles circonstances. Détection et localisation d'un calcul dans le cadre de la colique néphritique. La deuxième partie, on verra comment on reconnaît des signes, alors ça c'est le bas appareil, comment on reconnaît des signes de lutte vésicale, comment on calcule un résidu, comment on dépiste une lésion pariétale vésicale, pas très compliqué, on va le voir, et comment on reconnaît une hypertrophie prostatique, et quelle hypertrophie prostatique. Encore une fois là, on est sur l'échographie externe par voie suspendue. Très rapidement, je voudrais vous donner les grandes indications de l'échographie de l'appareil urinaire. D'abord, vous devez savoir que l'échographie des reins, voire de la voie excrétrice, mais au moins des reins, est obligatoire et systématique au cours de toute échographie abdominale, même pour une indication purement hépatique. C'est grâce à ça que si l'échographie n'est pas l'outil de référence pour dépister une tumeur du rein, et loin de là, l'échographie loupe beaucoup de tumeurs du rein trop petites ou trop exorénales de développement exophytique. En échographie, on n'est jamais sûr de passer à côté d'une petite tumeur du rein. Mais néanmoins, l'échographie, grâce au nombre d'échographies rénales faites dans le cadre des échographies abdominales très important, a permis de considérablement améliorer le diagnostic et le dépistage fortuit des tumeurs du rein. C'est pour ça que, en 20 ans, le diamètre moyen des tumeurs du rein est passé de 4 à 5, est passé de 8 cm et au-delà à 4-5 cm. Le diamètre des tumeurs au moment de leur découverte initiale, grâce aux échographies rénales faites dans le cadre des échographies abdominales. D'accord? Donc c'est un bon outil de dépistage de masse, mais c'est un mauvais outil concernant sa valeur prédictive négative de la présence ou non d'une tumeur du rein. Donc on ne suit pas les maladies rénales tumorales familiales, par exemple, par l'échographie, mais par le scanner qui est lui l'outil de référence. Voilà une petite tumeur du rein sous-capsulaire, on verra ça tout à l'heure. Deuxième grande indication, c'est l'échographie faite cette fois en première intention. Il faut savoir que, en première intention, donc devant une indication clinique, on va demander une échographie des voies urinaires, mais c'est vrai que plus d'une fois sur deux, elle répond, elle apporte, elle est pertinente dans la prise en charge clinique, la discussion clinique devant un syndrome. Donc elle est souvent diagnostique. Il faut savoir que dans ces plus de 50% des cas d'intérêt diagnostique de l'échographie, c'est souvent par l'exclusion d'anomalies. Insuffisance rénale, échographie, pas de dilatation, on répond à la question, c'est pas une insuffisance rénale due à un obstacle sur l'écoulement des urines. Donc c'est néphrologique ou vasculaire, mais ça n'est pas dû à un obstacle. Elle va orienter la stratégie, ça c'est très très important. Souvent dans le compte rendu d'échographie, on voit qu'il faut compléter par un scanner rénal, un neuroscanner de la voie excrétrice, une IRM, etc. Alors c'est quoi les grands syndromes, les grandes indications? D'abord, il y a les grands syndromes cliniques qui vont amener à demander une échographie en première intention. La lombalgie fébrile, c'est la pyélonéphrite aiguë chez la femme, typiquement,
Et là, c'est pareil, on va rechercher si c'est sur un obstacle ou pas. Ça va avoir des implications thérapeutiques immédiates très importantes. La lombalgie aiguë, c'est la colique néphrétique, même chose. On peut être amené donc on va faire une échographie pour vérifier le diagnostic, pour localiser l'obstacle et éventuellement poser l'indication d'une montée de sonde. C'est pas toujours en urgence d'ailleurs dans ces syndromes. Parfois on ne le fait pas en urgence, on va le faire en différé. C'est l'insuffisance rénale, toujours l'échographie, insuffisance rénale aiguë ou de découverte à son stade de découverte fortuite. Quand on découvre une insuffisance rénale et qu'on ne sait pas trop si c'est aiguë ou chronique, on va commencer généralement par l'échographie. C'est le bilan des hématuries macroscopiques initiales. TUBA, c'est troubles urinaires du bas appareil. Et là, on verra ça à la fin de l'exposé. C'est les malades qui ont du mal à pisser, qui sont dysuriques. Là, l'échographie a un rôle à jouer, surtout pour étudier le retentissement d'une éventuelle hypertrophie prostatique. On va le revoir. Mais ça peut être aussi l'échographie dans le suivi de lésions bénignes. Quand on trouve une tumeur bénigne que l'on caractérise en scanner, on va la suivre en échographie une fois qu'elle a été caractérisée, pour voir si elle grossit. Ça peut être le suivi de certaines affections chroniques, la polykystose rénale, surveillance par échographie, l'insuffisance rénale chronique, on surveille par l'échographie régulièrement. La transplantation, l'écho-Doppler et l'échographie ont un rôle majeur dans le suivi des patients transplantés. Deuxième intention, il faut savoir que l'échographie a un intérêt parfois, même après le scanner. Certaines lésions rénales restent indéterminées sur les seuls résultats du scanner, et pour certaines d'entre elles, l'échographie peut jouer un rôle diagnostique majeur. Je prendrai un exemple, c'est celui, ou même deux exemples, celui des petites lésions en scanner qui sont trop petites pour que l'on puisse calculer une densité fiable à cause de leur petite taille et des effets de volume partiel, vous savez, dans l'épaisseur de cou. Eh bien, ces petites lésions-là, on ne sait pas les étiqueter en scanner, on ne sait pas si c'est des petits kystes ou des petites tumeurs. Eh bien, en dehors de la population générale, où on va considérer que c'est des petits kystes par argument de fréquence, si le patient est un malade à risque d'avoir une tumeur du rein, parce qu'il a déjà eu un cancer du rein, de l'autre rein, parce qu'il a une maladie familiale, eh bien, l'échographie, dans certains cas, va pouvoir dire, c'est un kyste simple, parce que l'échographie va avoir une meilleure résolution que le scanner pour ces petites lésions qui vont faire 5-10 mm. On les verra en écho-jet de l'échographie, on sera rassuré. Autre indication, il y a des kystes qui contiennent parfois un liquide dense, plus dense que l'eau, en scanner, et dont on ne sait pas trop s'il s'agit d'une lésion kystique à contenu dense, un liquide riche en protéines, ou un kyste qui a saigné bien avant, ou bien une tumeur qui pourrait avoir donc qui a un aspect qui pourrait être compatible avec une tumeur solide avant injection, et qui après injection, même si elle ne prend pas le contraste, si elle n'augmente pas sa densité de manière significative, comme le ferait un kyste à contenu dense, bien sûr, ça ne prend pas le contraste, un kyste à contenu dense, c'est du liquide. Certaines tumeurs sont très faiblement vascularisées et peuvent ne pas rehausser de manière significative. Et donc devant ces lésions un peu atypiques qui sont spontanément denses et qui prennent pas, ou dont la variation de densité n'est pas significative ou est limite, borderline, le scanner ne sait pas répondre. Il va dire lésion indéterminée. Vous voyez, dans cet exemple-là, en scanner, on est incapable de dire si une tumeur faiblement vascularisée, en particulier un cancer papillaire du rein, 15% des cancers, ou un kyste dense atypique, contenant un liquide dense. On ne sait pas. On prend le malade, on l'amène en poste d'écho, on fait l'écho en étant sûr que ce qu'on va voir à l'écho, c'est bien la lésion qui pose un problème en scanner. Il faut bien avoir le scanner devant les yeux ou l'avoir fait soi-même. Et regarder l'écho, répond parfaitement au diagnostic. C'était un kyste parfaitement banal et bénin. L'écho était supérieur au scanner. Donc c'est des cas très particuliers, fléchés. Et là, on parle de la notion d'échographie ciblée. D'accord? Et c'est quoi ça, l'échographie ciblée? J'insiste. Il faut les faire en connaissant bien le résultat du scanner et même en l'ayant devant les yeux au moment où on fait l'écho. Ou juste avant. Il ne faut pas se tromper de cible. Échographie ciblée. Je vois, ou j'ai trop vu, des scanners qui posaient un problème sur une lésion donnée, sur des reins qui parfois avaient plusieurs lésions kystiques. On dit, il faut faire une écho, vous vérifiez que c'est pas, pour voir si c'est un kyste. Et puis l'écho dit, oui, c'est un kyste, mais sauf que l'écho a pris le kyste d'à côté, et la bonne lésion, l'échographiste ne s'est pas rendu compte qu'il n'avait pas vu la bonne. D'accord? Donc attention à l'opérateur, dans l'idéal, il faut que ce soit le même. Si c'est pas le même, il faut que l'opérateur échographiste voit le scanner juste avant de faire l'échographie dite ciblée. L'échographie péropératoire, bien sûr, c'est pas dans vos objectifs, mais c'est quand même, ça donne de bons
ça rend de bons services pour des lésions profondes, intraparenchymateuses ou endosinusales, pour la chirurgie de ces tumeurs, chirurgie partielle, qui va nécessiter un repérage, bien sûr, échographique péropératoire. Alors, on va commencer par les masses rénales. Quand vous faites une échographie rénale, quelle que soit l'indication, vous pouvez être amené à dépister une tumeur du rein. C'est grâce à ça qu'on sauve des patients, qu'on dépiste précocement des cancers et qu'on guérit les malades. D'accord? Grâce à un dépistage. Alors, le dépistage de masse organisé n'est pas, bien sûr, quelque chose que l'on fait en matière de tumeurs du rein, parce que c'est une question après de prévalence de ces tumeurs d'une part, et puis de coût de santé d'autre part. Mais à l'occasion d'un examen des reins, il faut toujours avoir en tête qu'on peut être amené à découvrir une lésion rénale qui n'a rien à voir avec l'indication. C'est le cas des tumeurs. Donc comment on fait un site de tumeur, de masse tumorale du rein? Parce que ça va désorganiser l'architecture normale du rein, que maintenant vous connaissez. Parce que, et c'est pas toujours le cas, ça peut déformer la capsule du rein, mais pas toujours. Il peut y avoir une désorganisation architecturale sans déformation capsulaire. Et parce que la lésion elle-même va avoir une écostructure, une écogénicité et une écotexture distincte de celle du tissu rénal normal, qu'il s'agit du sinus ou du parenchyme en fonction de sa localisation. D'accord? Désorganisation à laquelle on peut associer la déformation capsulaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Écostructure de la masse elle-même qui va se distinguer du reste du tissu rénal grâce au contraste, au gradient d'écogénicité entre le tissu rénal et la lésion. Alors vous devez retenir en termes de localisation, et c'est important que ça figure en compte rendu, on distingue les lésions dites sous-capsulaires, une masse sous-capsulaire, tumeur ou kyste, c'est pareil. C'est pas pareil, mais on va décrire ça pour ces deux types de lésions. C'est une formation qui se développe dans le cortex et qui va déformer la capsule. Quand ça déforme nettement la capsule, on dit que c'est une masse sous-capsulaire. Son point de départ a été sous la capsule et s'est développé sous la capsule en dehors du rein et un peu dans le rein. Il y a les lésions sous-capsulaires, mais cette fois exophytiques. Elles sont sous-capsulaires comme les précédentes, mais tellement sous-capsulaires que là, 90% de la masse est en dehors du rein. Et parfois même, c'est tellement en dehors du rein qu'on peut pas en échographie parfois dire qu'elle vient du rein. Et ça n'est que le scanner qui le verra. Donc masse sous-capsulaire, banale, masse sous-capsulaire exophytique, d'où l'importance de bien balayer son rein et l'atmosphère périrénale immédiate. Cette masse-là, elle est parenchymateuse, mais intraparenchymateuse, elle n'est pas sous-capsulaire, donc elle ne déforme pas la capsule. Ce sont ces lésions-là que le chirurgien ne pourra pas voir par la simple inspection de la surface du rein, et qui vont nécessiter souvent une échographie péropératoire pour en faire l'excision. Et puis enfin, les masses à développement sinusal, comme ici, donc ça c'est une masse d'origine corticale, médulaire, qui se développe vers le sinus, et certaines sont strictement intrasinusales, comme ici, soit parce qu'elles sont développées à partir des éléments du sinus, certaines tumeurs, soit parce qu'elles viennent du cortex, mais comme pour les exophytiques, elles se développent tellement dans le sinus qu'on est incapable de dire qu'il s'agit d'une masse corticale. Le plus souvent, les tumeurs développées dans le sinus sont bien des cancers du rein qui viennent du cortex, le plus souvent. Il arrive qu'il y ait de temps en temps des tumeurs sinusales qui trouvent leur origine à partir des tissus même du sinus. Les vaisseaux, par exemple, une tumeur d'une artère, d'une veine, ça existe. Ou le tissu conjonctif. L'échogénicité d'une masse rénale qui désorganise le rein, qui se déforme la capsule, et qui va être d'une échogénicité différente du tissu rénal, il faut la décrire, et vous allez la décrire par référence au cortex rénal. D'accord? Donc vous allez dire, si une masse est hyperéchogène, c'est parce qu'elle est plus échogène que le cortex rénal. Si une masse est hypoéchogène, c'est qu'elle est moins échogène que le cortex rénal. Si une masse est isoéchogène, et vous ne la verrez que parce qu'elle va déformer l'architecture ou la capsule du rein, parce que si elle est isoéchogène au cortex, et si elle est intracorticale, vous ne la verrez pas. C'est pour ça que l'échographie ne voit pas certaines tumeurs isoéchogènes. Eh bien, vous parlez de masse isoéchogène. Ensuite, elle peut être homogène ou hétérogène, et on peut être amené à décrire parfois des calcifications au sein de cette masse, dans des masses hétérogènes, parfois calcifiées, dès lors qu'on va voir un cône d'ombre acoustique postérieur.
Et puis certaines masses ont une écostructure mixte, on ne sait pas trop si elles sont solides ou kystiques. Là, on est dans les masses solides. Hein. Elles ont une composante liquidienne, anécogène, et une composante solide écogène. On parle d'écostructure mixte. Bon, voilà un exemple. Voilà une masse, a priori solide, mais dont vous voyez une forte composante ici, et pratiquement anécogène, ou très hypoécogène, avec un renforcement postérieur, mais on voit une couronne ici écogène, solide, un peu moins épaisse ici, donc c'est une masse d'écostructure mixte, hein, mais quand même qui a une tête de masse solide, probablement nécrosée, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est une formation, et vous voyez, c'est le pôle inférieur d'un rein, un rein gauche ici, on a le sinus ici, le parenchyme, le pôle inférieur, vous voyez, c'est une tumeur. Cette masse-là, on va dire que c'est une masse d'écostructure mixte, donc en partie solide, hein, sous-capsulaire, exophytique, développée à partir du pôle inférieur du rein gauche. Voilà comment vous devez décrire cette masse dans un contrôle. Cette petite masse, c'est une masse rénale solide, sous-capsulaire, de petite taille, qui mesure 10 mm, ok, et qui est discrètement hétérogène. Cette masse-là, dont vous avez la corrélation scanographique, est une masse rénale solide. Est-ce qu'elle est intraparenchymateuse, sous-capsulaire, exophytique ou sinusale? Enfin, on voit pas. Regardez, ça c'est le parenchyme du rein, le sinus est là. Hein. Elle est sous-capsulaire, hyper-écogène, assez homogène, on peut dire. Hein. Si on regarde attentivement, on voit qu'il y a un petit liseré hypoécogène en périphérie, qui est un signe un peu plutôt péjoratif, mais on va considérer que c'est une masse hyperécogène homogène. Et la voilà au scanner. Cette tumeur, alors quand une masse est écogène comme ça, solide, hyperécogène ou d'aspect solide, ça a toutes les chances d'être une tumeur une masse solide, avec du tissu dedans. Mais attention, c'est pas du 100%. Certaines formations kystiques contiennent un liquide tellement épais, tellement remanié par des phénomènes inflammatoires, hémorragiques de toutes sortes, ou voire des caillots, que ce sont des masses kystiques qui contiennent un liquide épais, qui est écogène, et qui ressemble à des masses solides. Mais quand même, en règle générale, surtout quand c'est hyper-écogène, moi j'ai déjà vu des kystes hyper-écogènes comme ça, hein. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, en général, quand on voit une masse comme ça, on peut dire qu'a priori c'est solide. On dit que c'est solide. Mais il faut savoir quand même qu'il y a une petite marge d'erreur. Ah, quand c'est solide, non. Ah, celles qui sont kystiques, avec un liquide remanié, pas forcément. Pas forcément. Mais c'est une bonne remarque, parce que c'est vrai que ça arrive qu'elles aient un renforcement. Donc si vous avez une masse d'aspect plutôt solide, qui renforce en arrière, posez-vous la question d'une éventuelle masse kystique à contenu remanié. D'accord? Bon, enfin, de toute façon, la réponse, qu'est-ce qu'il va la donner? C'est le scanner. Hein. Pour dire à 100% qu'une masse est solide, comment on fait? Eh bien, on met en évidence au scanner une prise de contraste. Si le scanner met en évidence une prise de contraste, c'est que c'est vascularisé, c'est solide. Pas forcément tumoral, mais au moins solide. D'accord? Et on verra ce qu'on peut dire du Doppler dans un instant. Alors voilà un autre exemple ici. Vous avez vu ce rein droit, la couronne de parenchyme habituelle, on voit la médulaire ici, le cortex, mais encore une fois, ça n'a pas grand intérêt de les voir. Le sinus hyperécogène homogène, et qu'est-ce qu'on voit là? Désorganisation architecturale massive, avec le sinus qui est amputé ici d'une partie au pôle supérieur, la déformation ici de la capsule du rein par une volumineuse masse solide hétérogène. D'accord? Avec même, regardez ici, probablement des calcifications, les cônes d'ombre ici, une grosse calcification. Alors si vous voyez des calcifications dans une masse rénale solide, c'est très 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 péjoratif. Hein. Vous ne pouvez pas écrire que c'est un cancer, mais presque. D'accord? Une masse solide calcifiée dans un rein, c'est très très suspect. Et encore une fois, retenez bien, une masse rénale solide, a priori solide en écho, on ne sait pas la caractériser. C'est probablement d'abord c'est une pseudo-tumeur, n'oubliez pas les dysmorphies hein, quand même, hein, ou une tumeur. Si c'est sous-capsulaire avec des vaisseaux dedans, Doppler, c'est une tumeur, c'est clair. Mais on ne sait pas dire si c'est bénin ou malin. Donc ça, c'est le rôle du scanner, certainement pas de l'échographie. Voilà ce gros cancer du rein droit, dont vous avez la corrélation avec le scanner ici. Alors, Doppler couleur. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Le Doppler couleur, comme les enregistrements Doppler pulsé, n'apporte pas plus d'informations que l'échographie
pour caractériser une tumeur solide du rein, c'est-à-dire sa nature histologique, c'est-à-dire en particulier bénin versus mal. D'accord? Deuxième notion, quand le Doppler est positif, c'est-à-dire quand dans une masse rénale solide, vous voyez des signaux Doppler couleur, en étant sûr que ce ne sont pas des artefacts, donc un bon réglage de PRF, ce sont vraiment des vaisseaux, c'est pulsatile, ça a une forme de vaisseau, c'est pas des artefacts qui scintillent je ne sais quoi, vous pouvez affirmer que c'est une formation solide, tissulaire. Et si c'est par exemple sous-capsulaire, bien sûr une tumeur. Attention aux masses sinusales, les dysmorphies, les pseudomasses, les pseudo-tumeurs. Donc quand il y a les vaisseaux dedans, on est sûr que c'est solide et tissulaire, et a priori tumoral, néoplasique. D'accord? Un Doppler négatif en couleur, par contre, n'élimine pas une néoplasie vascularisée. Parce que certaines tumeurs du rein sont faiblement vascularisées, et le Doppler couleur est bien incapable de mettre en évidence un flux de vaisseaux à l'intérieur. D'accord? Donc c'est pas parce que cette masse ici rénale, polaire inférieure, qui est échogène, où il y a un petit renforcement d'ailleurs, on peut se poser des questions, ne contient pas de vaisseau, que c'est un kyste remanié. Pas du tout. C'était un cancer. Mais un cancer peu vascularisé, en grande partie nécrosé. D'accord? Avec un rehaussement modeste, mais néanmoins significatif en scanner, qui permet de prouver que c'est une tumeur, et donc qui va poser l'indication d'une chirurgie d'examen. Le cas particulier de l'angiomyolipome. Qui sait ce que c'est qu'un angiomyolipome? Levez la main. Bon, un angiomyolipome, c'est la tumeur bénigne par excellence du rein. Pourquoi par excellence? En termes de fréquence, c'est la première en fréquence, il y en a d'autres, mais c'est la première en fréquence de loin, d'une part, et d'autre part, c'est la seule tumeur que l'on sait caractériser en imagerie. On sait la caractériser grâce au scanner ou à l'IRM, et seulement grâce au scanner et à l'IRM, par la présence de graisse à l'intérieur. S'il y a de la graisse avec des densités franchement négatives, inférieures à moins 20 unités Hounsfield, dans une tumeur rénale, vous pouvez rajouter à cette définition, il ne faut pas qu'il y ait des calcifications dedans, sinon c'est probablement un cancer. Il y a d'exceptionnels cancers qui contiennent de la graisse, c'est très exceptionnel. Eh bien, une tumeur rénale avec de la graisse dedans, démontrée en scanner, c'est un angiomyolipome bénin, ça reste toujours un angiomyolipome bénin, et on ne les opère pas, sauf quand ils sont gros, parce qu'ils peuvent saigner. Et un saignement peut exposer la vie du patient, mais ça reste toujours bénin. Bon. Alors il se trouve que, assez souvent, environ 65% des cas, les angiomyolipomes sont hyperéchogènes. Et même très hyperéchogènes, c'est-à-dire aussi échogènes que le sinus. Vous en avez un exemple en bas à droite, c'est un Doppler énergie, on voit le rein, pôle inférieur d'un rein. Bon, c'est le Doppler énergie, mais vous regardez plutôt cette masse qui se trouve là dans le pôle inférieur, pas vraiment sous-capsulaire, puisque elle ne déforme pas trop la capsule, on le voit d'ailleurs sur le scanner. Vous voyez qu'elle est très très échogène, très brillante, comme le sinus, voire même plus échogène que le sinus. Bien, ça, c'est vrai que c'est un élément assez évocateur, quand on a l'habitude, qu'on en a vu beaucoup, d'angiomyolipomes, parce qu'ils ont tendance à être très échogènes, les angiomyolipomes. Pas tous, 65% d'angiomyolipomes. Ce signe-là, ce critère-là, vous devez retenir deux choses. Un, il n'est pas corrélé à la graisse. Alors, ça n'a pas un grand intérêt, c'est en clinique de vous dire ça. Mais si je vous le dis, c'est parce que jusque-là, et encore aujourd'hui, beaucoup de radiologues assimilent l'intensité de l'échogénicité de quelque chose à la graisse, souvent, en particulier en matière de masse rénale. D'accord? Et donc forcément, plus quelque chose dans un rein va être très très échogène, plus ils vont se dire, c'est de la graisse, c'est donc un angiomyolipome, donc je suis tranquille. Ben non, pas du tout. Je peux vous en persuader en vous montrant simplement cet exemple. C'est un malade qui avait deux angiomyolipomes. Un à droite, un à gauche. À droite, il est ici. C'est une forme particulière d'angiomyolipome bénin qui ne contient pas de graisse. Ça arrive. Ou tellement peu de graisse sous le microscope, une fois qu'on les a enlevés, ou sur une biopsie, qu'il y en a tellement peu qu'on ne peut pas la voir au scanner. C'est trop petit. D'accord?
Et puis de l'autre côté, regardez, vous voyez cette masse-là? Elle est tellement graisseuse qu'on a du mal à la distinguer de la graisse périrénale. Vous l'avez vu? Bon. Alors celui-là, pour le coup, à gauche, il est presque exclusivement graisseux. C'est que des adipocytes de la graisse dans cette tumeur. Mais regardez à gauche, là voilà la tumeur en échographie. Vous voyez qu'elle est très échogène. Et voilà celle de droite. Elle est encore plus échogène. Et pourtant, c'est pas de la graisse. Donc l'hyperéchogénéité des jambes du lipome est plus liée aux interfaces, notamment du tissu musculaire lisse. Il y a des cellules musculaires lisses dans l'enjeu du lipome, angio, myo, muscle, lipome, graisse, et des tissus adipeux, que uniquement au tissu adipeux. D'accord? Donc, oubliez ça, c'est pas parce que c'est très hyperéchogène que c'est forcément graisseux. Ça, c'est une notion fausse, d'une part. Et d'autre part, deuxième notion importante, retenez que devant une tumeur hyperéchogène, même très échogène, on a 20 à 30% de cancer. Alors, c'est vrai que c'est rassurant. Ça veut dire quoi? On a 65%, 70% de nos lipomes, quand c'est très échogène. Mais ceci dit, c'est pas suffisant, bien sûr, comme pourcentage pour éviter un scanner. Hein, on va pas laisser un malade avec 30% de chance qu'il ait un cancer, d'accord? Même si c'est quelqu'un de jeune, c'est une femme, c'est plus fréquent chez la femme, 4 fois plus que chez l'homme, mais ce n'est pas suffisant. Donc l'écho trouve quelque chose de très échogène, un nodule très blanc dans le cortex rénal, c'est scanner direct. D'accord? On voit encore des comptes rendus de radiologues qui se terminent par petit enjeu du paume de 20 mm du pôle inférieur du rein gauche. Malade qui a eu une écho, rien d'autre, je vous le garantis. Je le vois encore régulièrement. Cette notion de la tumeur hyperéchogène qui est un enjeu du paume est encore dans les esprits, du coup, et on n'arrive pas à l'en sortir. Donc c'est vrai que c'est plus fréquent dans l'enjeu du paume, mais ça n'est pas que toujours, ça n'a pas une valeur prédictive positive suffisante, qui devrait être de 100%, pour éviter d'aller plus loin et de faire au moins un scanner sans injection pour vérifier qu'il y a bien que de la graisse. Voilà, je quitte cette notion sur les enjeux du paume sur laquelle je voulais m'attarder. Alors attention, toute masse rénale solide n'est pas nécessairement une néoplasie, une tumeur au sens néoplasie du terme. Il peut y avoir des dysmorphies, je vous l'ai montré tout à l'heure, retenez-les, dont on fera un diagnostic de certitude que grâce au scanner ou à l'IRM avec injection d'un agent de contraste qui vérifiera le parallélisme entre la prise de contraste et le caractère fonctionnel de cette dysmorphie comme le tissu rénal. Il y a des hypertrophies paracicatricielles que j'ai évoquées tout à l'heure dans les reins dysmorphiques de pyélonéphrite chronique. Et puis il y a les masses inflammatoires. On trouve des masses, comme ici, une masse, vous voyez, qui est échogène, hétérogène, hypoéchogène, ça peut parfaitement être un cancer. C'est dans un contexte de pyélonéphrite aiguë, c'était, vous voyez, une pyélonéphrite focale avec un début d'abcédation à l'intérieur, mais c'est du pus, c'est épais, il y a un tissu inflammatoire autour, c'est le parenchyme rénal qui est infiltré par des éléments inflammatoires, c'est une zone de néphrite focale aiguë en voie de suppuration, ça donne une masse solide pseudotumorale à l'écho. Donc ramenez toujours aussi la découverte échographique au contexte clinique. D'accord? Et puis après, il y a le scanner, bien sûr, qui fera le diagnostic. Alors là, ça, je peux vous dire que c'est tombable. La définition d'un kyste simple à l'écho. Pour ceux qui font déjà de l'écho, je pense qu'ils en voient tous les jours. Après, à partir de 50 ans, 50% de la population ont un ou plusieurs kystes dans les reins. Donc c'est très fréquent. Et heureusement, l'échographie sait faire le diagnostic d'un kyste simple. Sinon, on ferait des scanners à tous ces patients-là. Si on n'était pas capable à l'écho de dire qu'un kyste simple est bien un kyste simple et qu'il n'y a rien à faire, c'est quelque chose qui est bénin, qui reste bénin, qu'on ne surveille pas. Il faut rassurer le malade complètement quand il y a un kyste simple ou plusieurs kystes simples. La définition d'un kyste simple à l'écho, elle tient en 4 critères. C'est une formation arrondie qui est anéchogène, parfaitement homogène, qui comporte un renforcement postérieur net des échos et qui n'a pas de paroi visible. J'insiste sur le pas de paroi visible, encore une notion qui n'est pas bien ou insuffisamment connue des radiologues. On ne doit pas voir des parois à l'interface entre le contenu hydrique du kyste et ce qui l'entoure, le parenchyme rénal, le sinus ou le périrein, tout dépend de l'endroit où il se développe. C'est une interface, on passe de l'eau anéchogène au périrein hyperéchogène. Vous ne voyez rien qui s'interpose. D'accord? La paroi d'un kyste simple n'est pas visible en échographie, elle n'est pas pour autant visible en scanner. Voilà la définition en scanner.
8 unités ou suite avant injection, ou 12 après injection. Pas de différence significative. Vous savez que pour parler de différence de prise de contraste, il faut que la variation de densité soit supérieure ou égale à plus 15, que pour dire que quelque chose ne prend pas le contraste, il faut qu'elle soit inférieure à plus 10, et entre les deux, de plus 10 à plus 15, on ne sait pas si ça prend ou si ça ne prend pas. Mais la définition d'un kyste simple au scanner, c'est d'abord une densité hydrique qui doit être autour de 0, inférieure, on écrit à plus 20, mais moi je dirais plutôt inférieur à plus 15, plus 10, de densité spontanée, ici 8, c'est très bien, et la variation de densité doit rester inférieure à plus 10 unités. Et bien sûr, ça doit être parfaitement homogène. Donc c'est une masse hydrique qui ne prend pas de contraste, et là, pas de paroi visible. La paroi en scanner, comme en écho, n'est pas visible. Elle est translucide, vous voyez, sur la macroscopie, elle est inframillimétrique. Alors, on trouve des kystes dits complexes. Des masses kystiques, on sait que c'est kystique, c'est de l'eau à l'intérieur, du liquide, il y a un renforcement, mais je vois des cloisons dedans. Quelques-unes, ou de nombreuses cloisons comme ici, une masse tellement cloisonnée qu'elle donne un aspect en nid d'abeille. Eh bien, vous voyez, dans ces deux cas de figure, qu'il y ait 1, 2, 3, 10 cloisons, vous n'avez pas le droit de dire que c'est un kyste simple, un kyste cloisonné bénin. Il faut, pour le dire, aller jusqu'au scanner. Vous devez dire, il y a une masse kystique contenant des cloisons, vous les décrire comme vous voulez, comportant une paroi parfois, que vous verrez à la périphérie, même aussi fine soit-elle, si vous la voyez, c'est qu'elle n'est pas normale, ou bien des calcifications en périphérie, tout élément qui vous éloigne des 4 conditions d'un kyste simple, si c'est pas homogène, s'il y a des cloisons, etc., vont vous faire dire que le kyste est complexe ou atypique, je dirais plutôt la masse kystique, et donc doit inciter à faire un scanner. Alors bien sûr, si vous trouvez un kyste qui répond à tous les critères d'un kyste simple, où il y a une cloison chez une mamie de 88 ans, je ne pense pas que ça vaille la peine de faire un scanner injecté. Mais la règle, normalement, c'est quand vous n'avez pas la définition 100% d'un kyste simple, on doit aller plus loin. D'accord? Ben voilà un cancer kystique multiloculaire. C'est un carcinome kystique multiloculaire. Ici, celui-là, ça aurait pu être un cancer kystique multiloculaire. En fait, c'était un kyste cloisonné. C'était un petit néphrome kystique du rein. D'accord? Voilà pour les masses rénales. Maintenant, les masses et collections rétropéritonéales, un mot, eh bien, vous pouvez être amené à trouver effectivement des anomalies dans la loge rénale. Il faut la regarder. Si vous trouvez du liquide comme ici, eh bien, c'est qu'il y a un épanchement périrénal, parfois une collection périrénale organisée. Là, on parlera plus d'épanchement périrénal, ou de collection d'ailleurs, sans dire qu'elle est nécessairement organisée. Encore, là, vous avez un pôle inférieur de rein, et on voit une collection avec une masse autour du rein, qui est au contact du rein. Est-ce que c'est une tumeur du rein avec un hématome? Est-ce que c'est un caillot dans un hématome? On ne sait pas, et c'est le scanner qui répond. Donc, toute anomalie périrénale, il faut la rattacher à son contexte. Dans une colique néphrétique très douloureuse, si vous trouvez une dilatation comme ici, des cavités phylocalicielles, et du liquide autour du rein, c'est probablement que la voie excrétive s'est rompue. C'est un urinome spontané dû à l'hyperpression de la voie excrétive. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Ça se résorbe tout seul. Avec le traitement, et puis après, on lève la pression par le traitement de la bactérie. C'est pas grave. Mais, ça peut se trouver. Et ça se signale dans le compte rendu. D'accord? Ici, il y a un cancer qui avait saigné. Ici, ben regardez, c'est le rein droit, le foie est là, le pôle supérieur du rein droit, puis on voit quoi? Une masse très écogène, un peu comme l'angiolytique paume, parce que c'en était un, de tout à l'heure qu'on a vu dans le pôle inférieur du rein. Mais là, ça semble être complètement en dehors du rein, suprarénal. Quand on voit ça, pareil, c'est très difficile à l'écho de dire c'est extra-rénal ou c'est d'origine rénale à développement extra-rénal. Là, encore une fois, c'est le scanner qui répondra. Bien sûr, vous pouvez dire que cette masse est développée dans le périrein, mais après, on ne peut pas aller plus loin. Alors là, il se trouve que c'était très écogène, que c'était au-dessus du pôle supérieur du rein, c'était assez visible à l'écho et surtout au scanner, et c'était un myélolipome de la surrénale, qui est une tumeur bénigne de la glande surrénale, qui contient de la graisse, qui sont des éléments myéloïdes dans ces adénomes bénins de la surrénale.
On en arrive maintenant à la voie excrétrice, puis on va passer au calcul, et on finira par la vessie. On a vu les masses rénales, maintenant la voie excrétrice. Parmi vos objectifs, il y a la détection d'une dilatation de signes en faveur d'une obstruction de la voie excrétrice. Dire qu'il y a une dilatation de la voie excrétrice, c'est d'abord de l'appareil collecteur du rein dans le sinus, c'est à partir déjà de ce que je vais appeler la visibilité de l'appareil. J'ai mis sciemment ce terme que je n'aime pas trop non plus, mais visibilité de l'appareil collecteur. Pourquoi? Parce que certains radiologues utilisent le terme visibilité quand ils ne savent pas dire si c'est dilaté ou si on est dans les limites du normal. Si on voit les cavités, cette visibilité, c'est pas qu'on voit la paroi de deux tiges calicielles l'une contre l'autre, on ne les voit pas sur un rein natif, d'accord? C'est qu'on voit l'urine qu'il y a dedans, on est bien d'accord, hein? Comme ici, par exemple. Ben, cette visibilité-là, entre guillemets, elle est absolument pas normale. Donc une dilatation, c'est bel et bien une visibilité de l'appareil collecteur, aussi minime soit-elle, et après il y a des grades, des importances différentes de dilatation, en fonction de la chronicité de l'obstruction, par exemple. Mais dès que c'est visible, c'est pas normal. Et vous avez le droit de parler de dilatation. D'accord? Alors cette dilatation de l'appareil collecteur, qui va se voir dans l'ensemble du sinus, en particulier dans les parties extrêmes polaires du sinus, où on voit ces images hydriques qui reproduisent des aspects de calice, là et là. C'est donc bien une dilatation de l'appareil collecteur, qui ici est modeste, c'est vrai, les tiges on les voit à peine, hein, on voit toutes les cupules calicielles visibles, donc dilatées, avec un bassinet également dilaté, mais le bassinet par contre, ça ne suffit pas. Il faut voir les calices dans le sinus, hein, donc c'est bien visibilité de l'appareil collecteur dans le sinus, eh bien, peut être ou non associé à une dilatation de l'urtère, en fonction du niveau de l'obstacle. Ça, on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Si l'urtère sous-piélique n'est pas dilatée, comme ici, par exemple, bah, il se peut que l'obstacle soit au niveau de la jonction piélo-urtérale. Ou si l'urtère n'est pas dilatée, comme ici, imaginons que l'urtère ne soit pas dilatée, c'est peut-être pas le bon plan de coupe, mais imaginons que ce soit, à ce moment-là, ça peut être un élément éventuellement en faveur d'une dilatation hypotonique, non obstructive. Autrement dit, et je reprends cette ligne ici, quand on voit une dilatation, ça on sait la reconnaître maintenant, il faut simplement savoir qu'elle n'est pas toujours synonyme de distension, c'est-à-dire d'hyperpression dans les cavités, c'est-à-dire d'obstruction. Un malade qui est opéré d'un syndrome de la jonction dans l'enfance, ou d'un méga-urtère, tout ça c'est des malformations de la voie excrétrice qui donnent des uropathies obstructives congénitales, d'accord? Ou d'un calcul qui est resté longtemps dans une voie excrétrice chez un adulte, et puis qui a été opéré parce qu'il s'expulsait pas, et puis il a entraîné une dilatation pendant pas mal de temps, 2 semaines. On lui enlève sa maladie qui occlut sa voie excrétrice, calcul ou autre, sa voie excrétrice va rester dilatée pendant des années, voire toute la vie. Mais dilatée sans qu'il y ait d'obstacle sur l'écoulement de l'urine. En fait, elle a été distendue par un obstacle, on traite l'obstacle, sa dilatation, son augmentation de volume de ce réservoir qui est sur les cavités va rester, la paroi ne va pas retrouver son élasticité, et donc l'urine va un peu stagner là-dedans, et puis couler normalement finalement, il n'y aura pas du tout d'obstacle, mais elle va rester dilatée, et on va continuer de la voir à l'épaule. Donc retenez que toute dilatation n'est pas synonyme d'obstruction. Non, elle le retrouve, mais elle est plus large qu'avant. Donc ça n'est pas toujours synonyme. Donc, quand on voit une dilatation, eh bien c'est en fonction du contexte qu'on va avoir une présomption diagnostique d'obstruction. Vous voyez ça chez un malade qui a une lombalgie aiguë droite, il a une cholétéphrétique, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Par contre, chez le tout venant, par contre vous trouvez ça chez un malade qui a une cholétéphrétique droite, mais qui a été opéré par exemple d'un syndrome de jonction 3 ans avant ou 5 ans avant, là vous pouvez poser des questions. Je peux vous dire, bon, il y a une dilatation, il a peut-être une cholétéphrétique malade, mais ça peut être aussi une dilatation séquelaire hypotonique de sa maladie, opérée 5 ans auparavant. Et là, on compare aux échographies faites avant, on voit si ça a augmenté, pas augmenté, et puis qu'est-ce qu'on fait finalement? On va faire une hélice sans injection de contraste au scanner. D'accord? Bon, voilà des exemples de dilatation. Là, une dilatation absolument très nette, relativement importante, mais quand même qui reste dans les cadres de dilatation, d'obstruction aiguë.
Voilà un exemple. Alors, les dilatations sans obstruction, c'est quelle obstruction chronique, je viens de vous le dire. Le reflux scoléo-rétral peut donner des dilatations non obstructives aussi. Et puis, il y a des dilatations physiologiques. La femme qui va attendre 2 heures dans la salle d'attente après avoir bu 3 litres de Vichy 3 heures avant, elle peut avoir des cavités modérément dilatées. En général, c'est bilatéral et symétrique. Quand vous l'envoyez faire pipi, la dilatation peut persister un petit moment, plusieurs minutes. Donc il vaut mieux l'envoyer faire pipi, recontrôler les reins éventuellement si vous voulez vous assurer que c'était bien ça. Alors mettant en salle d'attente et en prenant après le malade suivant. Parce qu'il faut attendre que les cavités reprennent leur taille normale. D'accord? Il y a bien sûr la femme enceinte qui pose des problèmes spécifiques. Et puis certaines variantes du normal. Alors là, vous avez une séquelle, c'est un malade qui a été opéré de la sonde de jonction. Oui, c'est très dilaté. L'urtère d'ailleurs n'est pas dilaté, comme on peut le voir sur l'urographie. À l'échographie, on ne le voyait pas. C'est très dilaté, donc aller dire qu'il y a une obstruction s'il a mal dans le dos 10 ans après son intervention, c'est très difficile, parce qu'on sait qu'il a des cavités dilatées et que c'est pas forcément en lien avec sa pathologie au moment où on l'explore. Alors il y a quelques variantes de la normale qui peuvent donner des cavités visibles dans le sinus. C'est très rare. Regardez cet exemple-là, on voit des cavités dans le sinus, l'appareil collecteur il est visible. Hein. Donc là vous pouvez dire dilatation à l'écho. Et il se trouve que c'était un malade qui avait une voie excrétrice, vous voyez, des tiges télicielles très larges et un bassinet qui à peine formé finalement. Tout ça se réunit directement dans un bassinet qui est dans le sinus même. Oui, ce rein très particulier. C'était tellement. Donc c'est une c'est des cavités larges constitutionnelles. Bon, c'est une variante et on peut le voir à l'écho. Donc voilà, c'est un piège, mais ça on peut rien y faire à l'écho. On tombe dans le panneau à tous les coups, dans un contexte de colitéphobie. Puis on a une autre malformation encore plus rare, c'est ce qu'on appelle la mégacalypose, une malformation, une variante, c'est pas pathogène, qui va aussi être visible à l'écho, donc là aussi, piège dans lequel on ne peut pas éviter. Il y a des fausses dilatations, retenez bien, quand vous voyez un bassinet au niveau de l'huile, si vous ne voyez pas les calices dans le sinus, ça n'est pas une dilatation. Un bassinet extrasinusal peut parfaitement être visible. Pour dire qu'il y a une dilatation de l'appareil collecteur, c'est dans le sinus que vous devez regarder s'il y a des calices visibles ou non. D'accord? Pensez aux veines, pensez aux papilles saillantes, proéminentes, qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Et puis alors surtout, un piège très classique, les kystes parapyéliques multiloculaires. Ce sont des kystes d'origine lymphatique, des lymphangiectasies du sinus, souvent multiples, multiloculaires, parfois, mais pas toujours bilatérales, qui vont donner cet aspect-là. Donc pour les reconnaître, il faut voir que ce sont des images liquidiennes qui ne sont pas confluentes, dont on peut dessiner les limites de tout leur pourtour, elles ne confluent pas les unes vers les autres, et qui ne sont pas associées à une image de bassinet dilaté. Donc quand vous voyez ça, c'est très difficile, c'est un piège très classique, c'est un risque de faux positif évident, hein, si on regarde un peu vite, on va dire c'est dilaté, mais en fait ce sont des kystes parapyéliques multiloculaires. Quand on a l'habitude, on les reconnaît assez facilement. Ces images liquidiennes, dans le sinus, ne sont pas confluentes et il n'y a pas de bassinet. Ce serait tout à fait étonnant que vous voyez des calices dilatés sans le bassinet dilaté, à moins que la cause soit dans le bassinet. À ce moment-là, vous le verriez. D'accord? Comme un calcul coraliforme. Et voilà la corrélation avec le scanner qui montre tous ces petits kystes de part et d'autre des cavités qui sont fines ici. D'accord? Kystes parapyéliques, multiloculaires, piège classique. Et puis enfin, il y a les obstructions sans dilatation visible. Là, c'est typiquement le cas de quelque chose qui est obstrué, mais qui va contenir du matériel échogène qui va masquer l'urine des cavités dilatées. Ce sont des caillots, chez un malade qui fait une hématurie. Il y a un caillotage de la voie excrétrice, on le voit au scanner, c'est très dense, le sang ici dans l'appareil collecteur et le bassinet, et ce sang va masquer le contenu liquidien anéchogène des cavités, qui peut donc passer complètement inaperçu, parce que c'est échogène et qu'on ne voit plus donc la dilatation de l'appareil collecteur. Les calculs, je ne reviendrai pas sur la technique d'exploration des urtères dilatées. Cherchez le niveau de l'obstacle, 3 points, l'urtère intramural, et puis de temps en temps, on a la chance de voir le calcul en sous-piélique, au niveau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, très iliaque, ou plus souvent, au niveau de l'urtère immédiatement rétrovisicale ou intramural, comme ici. Un calcul typique, hyperéchogène, avec son conon acoustique postérieur, modérément divergent. Image typique de calcul dans un urtère qui était dilaté, et sa corrélation avec le scanner, dont vous savez qu'il montre toujours les calculs
avec leur radio-opacité supérieure à 200 unités de suite, quelle que soit leur nature chimique, s'agissant des calculs d'acide urique, qui eux sont réputés radiotransparents à la SP, mais denses, de plus de 200 unités, au scanner, comme des calculs d'oxalate de calcium. On les cherchera au cours d'une collecte néphrétique, dans l'urtère. On va les chercher aussi en dehors de toute collecte néphrétique, et savoir les dépister dans l'appareil collecteur d'urine, et en général quand ils sont non compliqués. Là aussi, c'est du dépistage. Alors, ils vont se traduire par des images hyperéchogènes avec cône d'ombre. En voici quelques exemples. Voilà l'écho rénal faite pour je ne sais pas quelle raison, et on trouve cette image-là, celle-ci, celle-là. Ces trois images hyperéchogènes, même probablement quatre, sont hyperéchogènes, très réflexogènes, avec un cône d'ombre acoustique postérieur, qui n'est pas très marqué, parce que il va dépendre de la taille du calcul. Si vous n'avez pas le cône d'ombre, une interface très réfléchissante, vous ne pouvez pas parler de calcul. Première chose. Deuxième notion, un sinus normal peut donner lieu à des images d'interfaces réfléchissantes et de quelques petits cônes d'ombre, tellement les interfaces du sinus vont réfléchir le faisceau ultrasonore qui va perdre son énergie et créer un cône d'ombre. Alors, c'est ce qui explique que l'on conseille d'éviter de parler de calcul en dessous de 5 mm. Donc on considère qu'en échographie, en dehors des calculs qui sont dans un urtère dilaté, là on est dans un environnement anéchogène, dans un urtère dilaté, puis c'est dans un urtère, donc même un calcul de 3 mm dans un urtère intramural, vous le verrez, et vous en ferez le diagnostic. Mais dans le sinus du rein, dans un appareil collecteur, dans un calice, alors qu'il n'y a pas de dilatation, on ne sait détecter avec fiabilité les calculs qu'à partir de 5 mm de diamètre. En dessous, ça n'est pas suffisamment fiable. Je vous montre un exemple. C'est une boucle d'échographie qui vous montre un rein normal. Si vous regardez bien le sinus et les éventuels cônes d'ombre que vous allez voir des micro-calculs partout. Vous allez regarder. Combien vous voyez de cônes d'ombre là? Il y en a au moins 3 ou 4. Hein, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a peut-être un troisième ici. Vous le voyez là, ce fin cône d'ombre? Hein, on le voit passer, il est fugace, mais on le voit. Donc si je me dis, moi je sais détecter les calculs de 1 ou 2 mm, j'en ai partout là-dedans, regardez. Les petits calculs d'1 mm, j'en ai avoir beaucoup, hein. D'accord? Et pourtant c'est un rein normal, il y a 0 calcul. D'accord? Par contre, il y a quoi? Très bien. C'est pas une cavité dilatée, c'est un kyste parapylique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des kystes parapyliques multiloculaires qui pouvaient simuler des cavités dilatées. On peut voir bien sûr des kystes dans le sinus, tout seul, hein, ou deux. Là, il n'y a pas de problème de se différencier avec les cavités. Il faut savoir que ça existe. Donc, les cônes d'ombre en arrière d'un sinus normal, ça existe. Et c'est pour ça que des calculs millimétriques, on ne sait pas les diagnostiquer. Donc, le seuil, c'est 5 mm. D'accord? Autrement dit, une échographie rénale normale n'élimine pas la présence de petits calculs millimétriques dans les calices du rein, non compliqués. Mais c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un calcul d'1 mm, de 2 ou 3 mm dans un rein, qui n'a pas de complications particulières, on ne fera rien. On n'a aucun moyen de lui enlever ces petits calculs. D'accord? Donc, c'est malheureusement abstention thérapeutique. Alors, nous avons le Doppler couleur, qui a été signalé tout à l'heure, très justement. Doppler couleur qui va, non pas tant abaisser, ou peut-être un petit peu, le seuil diagnostic de l'écho pour les petits calculs, mais surtout améliorer la confiance diagnostique de l'opérateur pour le diagnostic des calculs de l'ordre de 5 mm, ou éventuellement 4 mm, et certainement pas 1 ou 2 mm. D'accord? Pourquoi? Parce que les calculs à surface rugueuse, donc pas tous, mais parmi les plus fréquents, les oxalates de calcium vont vont générer un artefact en Doppler couleur qu'on appelle l'artefact de scintillement. D'accord? C'est un artefact dont je vous ai précisé le mécanisme tout à l'heure, qui va se présenter comme ceci. Regardez bien. Alors, vous voyez, c'est une traînée, couleur très hétérogène, qui se trouve en arrière, dans le cône d'ombre, en fait, d'un calcul, et qui est un artefact, je vous ai dit, pardon, de scintillement, j'ai dû faire un lapsus tout à l'heure, qui est un artefact de scintillement. Donc, si vous avez un doute, c'est vrai que le Doppler couleur peut aider. Mais attention,
C'est pas parce qu'il n'y a pas d'artefact de scintillement qu'une image douteuse n'est pas un calcul. Par contre, si vous avez un artefact de scintillement en arrière de ce qui est possiblement un calcul dans le sinus du rein, a priori, ça aide bien pour dire, oui, il y a bien un calcul là. Voilà. C'est quand vous avez un doute sur un cône d'ombre, entre est-ce que c'est un cône d'ombre dû à une interface du sinus, ou est-ce qu'il y a bien un petit calcul de l'ordre de quelques millimètres, peut-être 5 millimètres, mais l'artefact peut aider, c'est vrai. Il est valable que quand il est positif. Mais attention, on peut le voir aussi en arrière de calcification parenchymateuse et en arrière de lait calcique dans des kystes, par exemple. Mais bon, là l'analyse morphologique en mode B vous montre d'où vient l'artefact, et puis vous n'avez pas de raison de vous tromper. Donc c'est vrai que ça peut aider, ça améliore la confiance diagnostique, mais ça ne modifie pas trop finalement le seuil de détection de calcul. D'accord? Oui, allez-y, M. Mingin. Effectivement, il y a un enregistrement qui ressemble, enfin, il y a un enregistrement qui ressemble, c'est pas un flux, bien sûr, c'est comme une espèce de bruit électronique avec des lignes, et c'est c'est un crissement, oui, pas plus que Doppler couleur. Quand vous avez ça en Doppler couleur, il n'y a pas de différentiel. Hein. Je ne vois pas d'artefacts qui peuvent ressembler à un artefact de scintillement qui n'en serait pas un. Ça ne veut pas dire que tout artefact de scintillement fait suite à un calcul. Hein. Il y a des calcifications aussi. Les calciques, etc. On peut en voir en arrière des plaques d'athérome calcifiées hein, au niveau de l'exploration vasculaire. Hein. Donc c'est pas que calcul. Mais c'est que artefact de scintillement. C'est très spécifique l'image en Doppler couleur. Vessie, vous devez savoir calculer un résidu, on l'a vu ce matin dans la technique. Vous devez savoir reconnaître des signes de lutte vésicale, une lésion pariétale vésicale, une hypertrophie prostatique. Alors, et l'hypertrophie prostatique, on va voir que c'est très limité quand même. Hein. Lutte vésicale. Alors, c'est typiquement le patient chez lequel on demande un bilan de dysurie, un malade qui pisse pas bien, qui se lève la nuit, il a l'impression de pas bien, il a un G faible, bon, le malade dont on pense qu'il a un problème de vidange vésicale, l'urologue ou le médecin lui fait le toucher rectal, il trouve que la prostate est un peu grosse, il va demander un bilan initial de ce qu'on appelle un TUBA, un trouble urinaire du bas apport. Ce bilan initial, en particulier quand il est demandé par un médecin et non pas par un urologue, il n'est pas fait pour faire une échographie endorectale. On n'est pas dans le dépistage du cancer, hein, qui serait, je vous rappelle que le dépistage du cancer, c'est toucher rectal PSA, hein, c'est pas l'échographie bien entendu. Puis on n'est pas non plus dans l'estimation fine et précise de volume prostatique, qui, elle, repose sur l'échographie endorectale. Si vous devez donner à un médecin la taille d'une prostate, en grammes ou en centimètres cubes, et en général c'est l'urologue qui la demande, ça ne peut se faire que par voie endorectale. Par voie suspubienne, c'est entaché d'énormément d'erreurs. Donc pas de volume, je n'ai jamais calculé un volume prostatique par voie suspubienne, comme vous vous en doutez. Ce n'est que par voie endorectale. Mais par contre, toutes les demandes d'estimation du volume prostatique ne sont pas justifiées. Le médecin généraliste, l'interniste qui demande hypertrophie prostatique pour l'interrogation, c'est pas son problème. Ça peut être le problème de l'urologue, de savoir, devant une grosse prostate au doigt, combien précisément fait cette prostate, parce qu'il va choisir une voie d'abord chirurgicale pour, dès lors qu'il y a une indication à gréséquer cette prostate, il va choisir une voie d'abord qui va prendre en compte le volume prostatique. En dessous de 80-100 grammes, il fera une résection transurétrale de la prostate par l'intérieur. Au-dessus de 80-100 grammes, il fera une adénomectomie en ouvrant la vessie. Par voie antérieure, à ciel ouvert. C'est pas du tout la même intervention, et c'est l'urologue qui demande précisément quel est le poids de la prostate. Il peut la demander aussi pour l'aider dans l'interprétation d'une augmentation du taux de PSA, parce que c'est vrai qu'elle est un peu corrélée au volume prostatique, ce taux de PSA, mais aussi surtout la présence d'un cancer ou non. Ça c'est le dépistage, mais tout ça, ce sont des indications de spécialité, qui vont conduire soit à un geste de résection prostatique, soit à un geste de biopsie prostatique dans le cadre du cancer. Toutes les autres indications de l'échographie dite prostatique, ce ne sont pas des indications d'échographie prostatique, ce sont des indications de troubles urinaires du bas appareil. Et les questions auxquelles on doit répondre, devant un malade qui pisse pas bien et pour lequel on fait un bilan initial en écho, c'est d'abord on doit répondre à toutes les questions de dépistage fortuit de lésions.
On étudie les reins, est-ce qu'il n'y a pas une anomalie rénale qui n'a rien à voir avec son trouble urinaire? Est-ce qu'il n'y a pas une dilatation des cavités rénales? Une prostate qui gêne beaucoup la vidange d'une vessie peut entraîner une rétention chronique de la vessie, le malade pisse par regorgement, en appuyant sur sa vessie, et une dilatation des deux reins. C'est comme ça que, autrefois, on se mettait en insuffisance rénale terminale à cause d'une hypertrophie prostatique. On ne se voit plus aujourd'hui. Donc, les reins, dilatation, pas dilatation, anomalie, dépistage fortuit. 2, la vessie. Et y a-t-il des signes de lutte vésicale? Ça, c'est un élément qui peut faire prendre la décision d'un geste sur la prostate. 3, y a-t-il une anomalie endovésicale? Un calcul, c'est rare, mais ça se voit encore. Ou bien une anomalie pariétale, une tumeur de vessie, un polype, qui fait saillie dans la vessie. Ça peut se trouver chez un malade qui pisse mal, même s'il n'a pas d'hématurie, de manière tout à fait fortuite. Autant en faire le dépistage. C'est rare, mais on tombe dessus. 4, vous devez non pas mesurer le volume prostatique, mais dire s'il existe ou non ce qu'on appelle une hypertrophie du lobe médian de la prostate. On va en voir un exemple dans un instant. Et ça se fait par voie suspubienne. Alors, je reviens à la vessie de lutte. Voilà une vessie de lutte. On voit des petits diverticules nombreux. Déjà, ça, c'est un signe de lutte vésicale. Et si on mesure le détrusor, on voit qu'il fait 6 mm, il est épaissi. D'accord? Et souvent, quand il y a une hypertrophie du détrusor, la surface interne de la vessie, de la muqueuse, est irrégulière, elle est crénelée. D'accord? C'est ce qu'on appelle la vessie à cellules et colonnes. L'hypertrophie des fibres, des cellules musculaires du détrusor vésical va déformer la muqueuse. En s'hypertrophiant, ça va refouler la muqueuse et ça va donner des colonnes de muscles hypertrophiés qui va donner cet aspect un peu crénelé de la surface de la muqueuse vésicale. C'est tout à fait banal dans les signes de vessie de lutte. Donc, hypertrophie du trésor, diverticule. Ça, c'est la vessie de lutte. Donc, vessie de lutte. Est-ce qu'il y a des anomalies dans la lumière vésicale? Est-ce qu'il y a des anomalies dans la paroi vésicale? Est-ce qu'il y a un lobe médian? On va le voir tout de suite. Et, c'est ça qui est très important, c'est le résidu post-mictionnel. Je l'ai pas mis là? Non. Vous devez chercher aussi un résidu post-mictionnel. D'accord? On va récapituler tout à l'heure la liste des choses qu'il faut faire devant un trouble urinaire du bas appareil. J'illustre ici le dépistage de tumeurs de vessie. Ah bon, c'est pas très compliqué. Vous voyez une lumière de vessie, une masse, un développement pariétal qui fait saillie dans la lumière vésicale. C'est ce qu'on peut appeler vulgairement un polype, mais ça peut être tout à fait un cancer infiltrant de la paroi vésicale, qui va faire saillie dans la lumière vésicale. On voit aussi la corrélation avec le scanner, qui montre très bien cette formation appendue à la paroi, qui flotte dans la lumière vésicale. On peut voir des tumeurs qui s'implantent largement sur la paroi, qui ne vont pas faire saillir en dehors, dans la lumière, à tel point que certaines tumeurs de la paroi vésicale ne sont pas visibles dans l'échographie. Donc quand quelqu'un a une hématurie macroscopique, dont on pense qu'il peut s'agir d'une tumeur de vessie, pour différentes raisons, un terrain à risque, une hématurie qui dure depuis longtemps, etc., si l'échographie ne montre aucune anomalie de ce type-là dans la paroi vésicale, c'est plutôt rassurant, mais ça n'est pas suffisant. Donc il faut toujours associer l'échographie à une cystoscopie souple, en consultation d'urologie, pour bien vérifier qu'il n'y ait pas une lésion plane que l'échographie dont l'échographie ne sera pas capable de faire le diagnostic. Bon, là, c'est une image de Doppler couleur. Bien entendu, Doppler couleur n'est absolument pas indispensable. Il suffit de voir les anomalies morphologiques en mode B. La particularité de cette lésion ici, c'était une tumeur développée dans un diverticule vésical. D'accord? On voit bien que c'est échogène, que c'est solide. Et manifestement, comme ça a l'air de sortir de la vessie, c'est en fait développé dans la lumière d'un diverticule. Celle-ci a été développée plus classiquement dans la lumière de la vessie à partir c'était une lésion donc postéro-latérale. Alors, attention à l'hypertrophie du détrusor. Lorsque la surface de la vessie est irrégulière et crénelée et que ça se voit sur l'ensemble de la surface interne du détrusor, c'est simplement des signes de lutte vésicale. Mais de temps en temps, on a du mal à faire la différence entre une déformation un peu plus marquée à un endroit liée à l'hypertrophie du muscle vésical et une éventuelle tumeur. Donc, parfois, on peut être un petit peu gêné. Ce qui compte, c'est de bien vérifier que ces déformations de la paroi sont diffuses dans l'ensemble de la paroi vésicale. Alors,
Alors oui, l'hypertrophie prostatique, eh bien, la seule chose que vous êtes amené à faire dans ces bilans de troubles urinaires du bas appareil, c'est non pas la mesure de calcul du volume prostatique, c'est la mesure du lobe médian. Enfin, pardon, la recherche d'un lobe médian. Quand il y a une prostate hypertrophiée, banale, eh bien, elle va déformer, elle va soulever un peu le plancher vésical. D'ailleurs, on peut signaler hypertrophie prostatique, hein, qui va soulever le plancher vésical. Vous devez en voir régulièrement. Bon. Quand cette hypertrophie est associée à cette image très localisée de bombement vers le haut, ici, un peu comme le chapeau d'une brioche, hein, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, et que cette image espèce de nodule qui pousse vers le haut se trouve juste en arrière du col vésical, qu'on repère assez facilement, parce qu'il est soulevé aussi par la prostate, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie du lobe médian. Retenez qu'elle n'est pas toujours associée à une hypertrophie de l'ensemble de la prostate, elle peut être isolée. Donc on verra le col vésical, et puis juste derrière, quelque chose qui déforme en arrière le col vésical et le plancher vésical, comme ici. Et retenez que ce lobe médian peut expliquer à lui seul des troubles urinaires du bas appareil, un malade très dysurique, qui va se lever 5 fois la nuit, qui va avoir un résidu post-mictionnel important, alors même qu'au toucher rectal, sa prostate apparaît petite. Pourquoi? Bien parce que quand on a une hypertrophie localisée de ce lobe, dit le lobe médian de la prostate, ça retentit très rapidement sur le col vésical et sur la vidange de la vessie. Alors même que la prostate, dans son ensemble, peut ne pas être hypertrophiée. Donc c'est un diagnostic très important parce que ça peut induire en erreur un urologue. Un malade qui a une dysurie, au toucher rectal, la prostate est plate. Un malade dysurique qui a un toucher rectal, prostate plate, on pense, la première chose à laquelle on pense, c'est une sténose de l'urètre. Une sténose de l'urètre, c'est un malade qui a fait une urétrite autrefois, qui a une sténose cicatricielle de son urètre, puisque sa prostate est plate et qui me pisse mal. Eh bien, ça peut être aussi ça. Et quand c'est ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que le traitement, c'est le même que l'hypertrophie prostatique. À minima, on fera une résection transurétrale de la prostate, comme pour une hyperplasie bénigne de la prostate classique, qu'on va limiter au lobe médian de la prostate, et c'est ça qui va guérir notre patient, qui pissera dorénavant tout à fait normal. Et ça, c'est par voie, non pas par voie transrectale, c'est d'ailleurs moins facile par voie transrectale, d'en faire un diagnostic, on peut, mais c'est pas très évident, parce que ça pousse vers l'avant, donc on est transrectal, souvent on est un peu limité en profondeur, vers l'avant. Et donc c'est par voie suspubienne, vésiplaine, qu'on va voir ce lobe médian très facilement. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez chercher dans le bilan échographique des voies urinaires chez un malade qui se plaint de troubles urinaires du bas appareil. Oui, là je vous ai mis les grandes indications de l'échographie prostatique. Donc bilan d'un tuba, on a vu, hein. Rein, dilatation, signe de lutte, est-ce qu'il y a un calcul, est-ce qu'il y a une tumeur de la paroi vésicale, ça va très vite, est-ce qu'il y a un lobe médian hypertrophié, qu'est-ce que j'ai oublié? Très bien. Le plus important, résidu post-mictionnel, dans la décision de traiter, pour l'urologue, le résidu et son importance, c'est capital. Alors bien sûr, il y a d'autres éléments, hein, notamment l'urodynamique, hein, qu'on ne fait pas en radio en général, et d'autres, puis l'âge, tout ça, enfin, il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte. Les bilans pré-résection transurétrale demandés par l'urologue, souvent c'est une autre échographie qui sera faite, cette fois elle sera endorectale, pour évaluer précisément le concours prostatique. Je peux vous dire que si vous avez déjà fait des calculs du volume prostatique par vos suspubiennes, vous êtes moins fiable et moins précis que le toucher rectal. Donc si vous voulez utiliser des machines à 50 000 € pour faire ce que fait un index, c'est à vous de voir. Troisième grande indication, le cancer. Eh bien l'écho est très très utile, non pas pour le diagnostic, mais pour le guidage de la biopsie. D'accord? Un malade suspect avec un PSA à 10 ou 6 et un toucher rectal même normal, c'est biopsie de prostate directe. On ne fait pas d'écho avant en général. On fait l'écho au moment du guidage de la biopsie. Alors, si c'est un neurologue qui fait cette biopsie, on ne peut pas dire que le malade aurait eu une écho, c'est pas grave. Mais on fait la biopsie, c'est randomisé, c'est 6 prélèvements de chaque côté, et on voit ce qui se passe. Quand c'est fait par un radiologue, disons que, effectivement, le radiologue sera plus à même de trouver des cibles dans la prostate périphérique pour aller, en plus des 12 prélèvements randomisés, faire des prélèvements ciblés sur ces cibles. Et bon, le gros des biopsies quand même, en tout cas initialement, les premières biopsies en général sont faites par les urologues. Donc je récapitule, c'est ça qu'il faut retenir pour le bas appareil.
Exploration d'un trouble urinaire du bas appareil, vous le recherchez, alors en bas, hein, il faut faire le haut appareil, rein, on dépiste une tumeur du rein, une dilatation, ensuite en bas, on cherche une lésion pariétale de la vessie, on cherche un calcul dans la vessie, un lobe aidant hypertrophié, des signes vesicales, et on calcule le résidu post-mictionnel. D'accord? Allez, c'est terminé. Un petit quiz. Vous voulez un petit quiz ou pas? C'est 1 minute. 1 minute. Échographie suspubienne. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, attendez, ça va démarrer, hein. Oups. Ça ne démarre pas. Voilà, regardez bien, regardez bien. Allez, regardez. Si vous voulez la revoir. Allez. Vous êtes en train de faire votre exploration d'un tuba et vous faites votre échographie de vessie. Vous ne trouvez pas de calcul, il n'y a pas de signe de lutte. Vous cherchez une tumeur de vessie. Bon, tout d'un coup. Là, on va revenir en arrière. J'arrive pas à la relancer, cette vidéo, c'est dommage. Bon, je n'arrive pas à la relancer, je suis désolé. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette région-là? Comment? Une image mobile accolée à la paroi vésicale. Bon, c'est bien. C'était mobile, c'était pas du tout un jet. C'est quelque chose d'échogène. Qui pendouillait comme ça, puis qui a un peu disparu. D'accord? Bon, ben regardez, on va essayer de passer à la suivante, mais je crois qu'on est bloqué, c'est dommage. Donc si vous aviez bien, en faisant l'examen, on pourrait se rendre compte que ça vient à peu près au niveau de la région du méa urétéral. Je n'arrive pas à diffuser. Alors c'est pas une petite bulle. Oui, eh bien je n'arrive pas à passer la diapo, je suis désolé. Pas du tout, je n'arrive plus à rien faire. Je fais escape, non peut-être. Bon, bref, c'était un polype pédiculé de l'urtère. Ça s'appelle un polype fibreux, c'est bénin, c'est une lésion inflammatoire qui va former un polype rattaché à la paroi de l'urtère ou de la vessie parfois. Et là, il faisait 4 cm de long, il s'implantait dans l'urtère lombaire ou pelvien, et il descendait, et à chaque contraction de l'urtère qui évacue l'urine dans la vessie, il sortait de l'urtère et il re-rentrait dans l'urtère comme un ver qui sort de son trou. Voilà. Et je voudrais vous montrer, j'ai la vidéo en paroi endorectale qui est assez incroyable.